Bonjour. Alors maintenant, on va passer donc à la partie interactive avec un certain nombre de questions de votre part. Je vais commencer par poser quelques questions à nos intervenants à partir de tout ce qui a été évoqué tout de suite. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter une femme et deux hommes de terrain, hein, si je puis dire. Une femme de terrain d'abord, puisque Madame Déré, vous êtes responsable des ressources humaines au groupe CFAO. Alors, le groupe CFAO, tous les Africains le connaissent, évidemment. C'est peut-être un petit peu moins connu en France, mais c'est un des... Évidemment, le CIAN, pour le CIAN, c'est très important. Mais c'est un des grands groupes historiques français depuis plus de 150 ans en Afrique. Les ventes d'automobiles en Afrique, les brasseries en Afrique, la distribution, les grands supermarchés en Afrique, dans les grandes capitales africaines, c'est CFAO, hein, qui vient d'être acheté par un groupe japonais. Autre homme de terrain, Toyota pour ne pas le nommer, autre homme de terrain, Didier Akwete, qui est donc avec nous, qui est togolais, mais qui est en réalité, qui passe sa vie dans les avions. Il préside Afrique Search, c'est-à-dire qu'il essaye de mettre en adéquation les demandes des entreprises en Afrique avec les jeunes diplômés qui sont en Afrique ou dans la diaspora. C'est un professionnel donc de l'employabilité. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, qui n'est pas seulement ministre, hein, si vous me permettez, puisque vous avez été le patron du patronat marocain, et que vous êtes toujours, si vous allez me corriger évidemment, et qui est toujours le patron d'une grosse société marocaine spécialisée, entre autres, dans les centres d'appel. N'est-ce pas ? Donc, je voudrais savoir si, en deux mots, nos trois invités ont un mot à dire. Monsieur le ministre, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette transition démographique qui n'en finit pas en Afrique subsaharienne et qui fait qu'à la différence du Maroc, eh bien, il y a toujours, par exemple, au Niger, 7 enfants en moyenne par femme. Bonsoir à tous. Et je pense en effet que c'est un enjeu essentiel. Vous l'avez souligné, le cas du Maroc est passé de chiffres beaucoup plus importants à aujourd'hui 2,3 enfants par famille. Donc il rejoint à la fois le clan des gens qui sont partis sur une trajectoire de développement, mais qui rentrent dans une nouvelle zone éventuellement de danger, de vieillissement de la population. Nous allons y arriver parce qu'en effet, pour chaque famille, vous avez 2 enfants de substitution. Ça ne fait pas une croissance à l'infini importante. Alors, ces changements prennent du temps. Le cas du Maroc, ça nous a pris énormément de temps pour passer d'une croissance démographique forte à une croissance démographique ralentie. Maintenant, je reviens à votre intervention et je ne suis pas certain qu'il faille prendre ces stratégies comme étant des choses à appliquer un peu partout. Il ne faut pas transférer d'un continent à l'autre nos maux, nos problèmes aux autres. Faut-il se retrouver en Afrique à une démographie telle que nous avons aujourd'hui en Europe ? Ma conviction est non. Il faut à chaque situation trouver des solutions adéquates et les remèdes particuliers. Donc je pense que la démographie aujourd'hui est encore importante dans une bonne partie de l'Afrique, mais qu'il faut regarder avec précaution et ne pas appliquer des remèdes préfabriqués. Cécile Déré ou Didier Akwete, l'un de vous deux va intervenir. Oui, sur notre vision chez CFAO de l'Afrique, nous, elle est tout à fait positive, comme celle que présentait M. Pizon. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que l'émergence de la classe moyenne africaine va transformer aussi les comportements et les modes de fonctionnement dans les différents pays africains. Et cette classe moyenne, par exemple, fait un nombre d'enfants qui est bien inférieur au reste de la population. Donc nous, on compte sur ce développement-là. Bien sûr, ça se fera avec difficulté, avec certains à-coups, mais on a une vision positive de l'Afrique. On peut peut-être se partager le micro. Alors Didier Akwete, je vous l'ai déjà dit, je crois, est togolais. Hein, donc peut-être l'expérience, Didier, oui, de votre pays peut être intéressante aussi. Alors, sur la question du dividende démographique, ce qu'on constate, c'est quand même sur 54 pays, le schéma est un peu relatif. Quand vous prenez des pays où vous avez une densité par kilomètre carré de 2-3 habitants,
C'est-à-dire que le potentiel de population du territoire est important. Donc j'associe la démographie à la notion d'espace également. Maintenant, la question que je me pose, quelle est la capacité de l'économie à absorber ces démographies sur le marché? Et en l'occurrence, puisque justement notre thème c'est l'emploi, un pays où le taux de natalité est de 3 ou 4 femmes par 3 ou 4 enfants par femme, si la croissance économique permet d'absorber ce qu'on peut appeler choc démographique dans certaines économies, la question ne se posera même pas. Mais c'est vrai qu'en Afrique, la question qui se pose, c'est qu'il y a des problèmes d'urbanisation, des problèmes d'éducation, des problèmes d'emploi, et du coup, on se retrouve à discuter de la question démographique. Sinon, dans l'absolu, je ne suis pas sûr que le problème soit identique d'un pays à l'autre, parce qu'on parle quand même de 54 pays. On en arrive donc à la question de l'emploi et du marché du travail par rapport à toutes ces questions démographiques, et notamment à cette question posée par Étienne Giros, le président du CIAN, un marché du travail avec 12 millions de nouveaux arrivants tous les ans en Afrique, et évidemment un marché du travail qui n'est pas capable d'absorber ces 12 millions. Alors, je propose qu'on commence par Cécile Déré. Vous êtes donc à CFAO, implanté partout en Afrique. On va prendre l'exemple d'Abidjan. Vous venez de créer, je crois, plus de 500 emplois. On sait bien, mais est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le formel est capable d'absorber peut-être la moitié de ces jeunes qui arrivent sur le monde du travail ? Je ne pourrais pas vous dire précisément si le marché privé a la capacité d'absorber la moitié des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ce qui est certain, c'est quand même un pays comme la Côte d'Ivoire et plus particulièrement une ville comme Abidjan. Il y a une très, très forte croissance économique. Il y a énormément d'entreprises qui se créent aujourd'hui. Nous, effectivement, on a ouvert mi-décembre, un mall avec 500 collaborateurs qu'on a recrutés au fil de l'année. Sur ces 500 collaborateurs, près de la moitié ont moins de 30 ans. Donc voilà, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Ils font des travails très variés, de la vente au magasinage, à responsable de rayon, c'est très varié. Et c'est des emplois réguliers, salariés, avec sécurité sociale ? Avec tout le package, la mutuelle, oui, des emplois permanents, un salaire tous les mois, une protection, de la formation, oui, bien évidemment. Didier Akoueté, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? C'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'effectivement, quand on regarde les statistiques, à peine 5% des emplois qui sont créés sont dans le formel. Donc finalement, on se retrouve avec pratiquement 95% des diplômés qui vont dans l'informel. Je ne dis pas que l'informel ce soit mauvais, ils ont un job, mais enfin, développer un plan de carrière dans l'informel, avoir la protection sociale, etc., ils ne l'auront pas. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des économies qui se formalisent un peu plus et qui permettent au secteur formel de créer un peu plus d'emplois avec une structure économique complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et on l'a observé ces dernières années, on s'est beaucoup gargarisé des taux de croissance de 5 à 10% dans la plupart de nos pays, mais en réalité, lorsqu'on regarde les courbes de chômage ont continué d'augmenter pendant que la croissance économique, en tout cas les taux qu'on nous donnait, étaient aussi en croissance. Donc il y a une vraie contradiction entre la nature de la croissance et ce qu'on observe en termes de création d'emplois, en particulier dans le secteur formel. Moulay Hafid Alami, vous êtes, en tant qu'ancien chef d'entreprise toujours présent dans votre secteur et ministre maintenant de l'Industrie et du Commerce, vous êtes en première ligne. Le Maroc a connu, alors peut-être, ce qui est intéressant avec votre expérience, c'est que le Maroc, c'est un problème qu'il affronte depuis déjà plusieurs dizaines d'années, ce dont on parle aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Comment vous y faites face ? Alors, je crois, si vous me permettez, juste un petit mot sur votre question, qui était sur les 12 millions d'aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. Sont-ils inquiétants ou pas ? La réponse est oui, évidemment. Au temps T où on se parle, cette quantité d'offres sur le marché de l'emploi de ressources humaines est trop importante par rapport à ce qu'on peut absorber. Néanmoins, il faut relativiser cela dans le temps. Puisqu'on a parlé d'une projection lointaine d'une arrivée de 20 millions dans le temps, j'y crois un peu moins parce que si l'Afrique
prenez l'orientation de création de richesse et de répartition de cette richesse de façon équitable, etc., tout ce que l'on connaît, eh bien, la création d'une classe moyenne entraîne inéluctablement une baisse de la croissance démographique. Donc ces 12 millions ne vont pas aller, si l'Afrique s'améliore au niveau économique, en grandissant, mais plutôt ça serait l'inverse. Donc la courbe retrouverait un développement plus raisonnable. Maintenant, sur ce que le Maroc a pu essayer d'opérer. Nous constatons ensemble que l'emploi est vraiment au centre de notre problématique mondiale, de la problématique aujourd'hui du continent, et que, comme ça a été dit tout à l'heure, le manque d'emploi peut entraîner des catastrophes à la fois de survie de ces gens-là, économiques, mais aussi de dérives telles que ça a été cité. Comment y répondre? C'est d'essayer de créer de l'emploi avant tout. Il y a la gestion démographique, mais il faut se concentrer sur la création d'emplois. Ce que nous avons essayé de faire au Maroc, c'est de prendre des métiers où on a considéré que le pays pouvait avoir des avantages compétitifs. Soit de positionnement géographique, soit d'avantages compétitifs divers et variés, de ressources humaines, de qualité humaine, etc. Et nous avons pu choisir 7 métiers mondiaux, dont certains assez bizarres dans le temps. J'étais président du patronat quand on m'a présenté l'aéronautique comme étant un des métiers mondiaux du Maroc. Je me suis dit, je crois qu'on a convaincu... Bon, il faut interner une partie de l'équipe que j'avais autour de moi. Nous sommes partis un peu trop loin. Eh bien, aujourd'hui, Bombardier, qui est le 3e avionneur, est implanté au Maroc. Autour de Bombardier, il y a plus d'une centaine d'équipementiers dans l'aéronautique. Tout ça, dans le cas d'automobile, c'était pareil. Aujourd'hui, vous avez Renault qui est installé, Peugeot qui est en train de s'installer pour attaquer le marché marocain, les marchés avoisinants, etc., et d'être plus compétitif. Mais vous savez ce que disent les syndicats français. La délocalisation, ça fait perdre des emplois aux Français. Je connais le sujet par cœur et je me dis d'abord, c'est des combats d'arrière-garde. Soit on est dans la mondialisation, soit on est sur les quais. Il faut choisir. Ou on est dans le train, ou on est à côté. Premier point. Deuxièmement, j'avais pris avec moi un des présidents un capitaine d'industrie important, président de Safran, qui avait exposé au MEDEF. J'avais fait l'ouverture et passé la parole à un certain nombre d'opérateurs français qui parlaient au MEDEF à leurs confrères, en expliquant que s'ils ne s'étaient pas implantés au Maroc, je parle de Safran, Dixit son président, il aurait perdu de l'emploi en France. Et donc... C'est-à-dire que Safran a gagné des marchés au Maroc grâce à la délocalisation? Non, pas du tout. Je vous explique ça en 2 mots. Safran, en s'implantant au Maroc, a récupéré de la compétitivité. Avec cette compétitivité, Safran a décroché des marchés mondiaux importants. Avec ces marchés mondiaux, elle a fait une répartition intelligente en fonction des niveaux 1, 2 et 3 des besoins de ses ingénieurs, de ses collaborateurs, et a recréé de l'emploi en France. Et cette mondialisation, si vous me permettez, nous sommes dans la même logique au Maroc. La question m'est posée en tant que ministre par les opérateurs économiques. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que le roi du Maroc veut aller faire en Afrique? Mais est-ce que vous êtes fous? Nous avons du business chez nous, on a de l'emploi chez nous, est-ce que vous êtes en train de le partager en Afrique? Eh bien, cette mondialisation entraîne exactement la même chose entre le Maroc et les différents pays africains avec lesquels nous sommes en relation. On ne peut pas fermer ses frontières parce que les opérateurs économiques sont à la recherche d'efficience, d'efficacité. Alors, soit on leur offre, en leur donnant des avantages compétitifs, soit on essaie de fermer les frontières et ils feront comme ça a été fait en France. Personne n'a empêché les gens. Vous avez parlé tout à l'heure des centres d'appel. J'ai été le créateur du premier centre d'appel, en effet, sur le continent africain en 1999. J'ai eu des politiques français qui se sont élevés contre cela. Mais ça a été une erreur magistrale. On n'en entend plus parler aujourd'hui. Mais la création d'emplois se fera dans le monde par chacun de nous doit trouver un talent particulier. Regardez la Chine. La Chine a été l'usine du monde, a absorbé des pans d'activité de tous nos pays. Eh bien, aujourd'hui, il y a une tectonique des plaques qui rechange. La Chine est en train de créer une nouvelle classe moyenne. Et la Chine, dans les prochaines années, 85 millions d'emplois, je dis bien 85 millions d'emplois, vont quitter la Chine pour se répartir un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Parce que le coût du travail augmente. Le coût du travail augmente. Dans la côte Est, vous étiez à 100 € au SMIC au niveau de la côte Est. Aujourd'hui, vous êtes entre 500 et 700 € avec 13% d'augmentation par an. C'est-à-dire que dans quelques années, vous serez à plus de 1 000 €. Alors je me tourne vers Cécile Déré et Didier Acquetté. Est-ce qu'il y a une
opportunité pour l'Afrique subsaharienne de devenir le futur atelier du monde, ce qu'a été la Chine ces 20 dernières années? Bon, je vais faire un début de réponse. Je passerai la parole à Didier derrière. Nous, on ne se positionne pas tellement de cette façon-là. On est un groupe de distribution. Notre souci, c'est de créer de la valeur aussi dans les pays, donc de fabriquer dans les pays. Donc, j'avoue que pour moi, la question de l'atelier, il doit déjà être à destination de l'Afrique, et avant même de penser à de l'exportation dans d'autres pays. Mais c'est là un point de vue tout à fait personnel. Non, mais effectivement, Christophe, ce qu'on observe, d'abord, c'est de plus en plus de facteurs qui vont favoriser la production en Afrique. Et on le voit en Éthiopie, par exemple, sans citer l'exemple chinois, puisque la Chine délocalise actuellement des industries en Éthiopie. Ils ont fait leurs calculs en termes de coûts de main-d'œuvre, de coûts d'opportunité, d'implantation sur le continent. Mais sans aller jusque-là, c'est-à-dire parler de délocalisation d'entreprises chinoises, aujourd'hui, on constate que dans la plupart des pays africains, il y a une vraie industrie qui se développe. Prenez par exemple le secteur agroalimentaire. Il y a quelques années, on voyait très peu dans les rayons des supermarchés en Afrique des produits fabriqués en Afrique, made in Africa, consommés par les Africains. Donc je crois qu'il y a un phénomène naturel d'industrialisation qui est en train de se produire, parce qu'il y a effectivement ces classes moyennes, il y a de plus en plus de capitaines d'industrie africains qui comprennent qu'effectivement, on peut saisir les opportunités qu'offre le développement du marché africain, l'investissement d'infrastructures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on investit près de 80 milliards de dollars chaque année dans les infrastructures en Afrique, alors qu'avant, on était lamentablement entre 10 et 20 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage qui se fait et que naturellement, le processus industriel va s'enclencher avec certainement la place de l'Afrique dans l'économie mondiale qu'on va retrouver en termes de compétitivité. Même si aujourd'hui, le smicard ivoirien ou sénégalais est autour de 40-50 000 francs CFA, le smicard un peu de luxe, ce qui fait 60-70 euros, moins que le chinois. Naturellement, il y a aujourd'hui un écart de compétitivité sur lequel l'Afrique peut influencer son développement, mais comme le disait le ministre, dans les années qui viennent, on va avoir aussi un peu de progression. Mais il n'empêche, quand je regarde aujourd'hui la baisse du coût des facteurs et la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, l'Afrique peut devenir son propre grenier, son propre atelier, sans me regarder l'exportation, puisque les besoins sont tellement importants que, en termes de marché intérieur, on peut se satisfaire à nous-mêmes. Vous savez, le marché américain, c'est d'abord un marché intérieur. Donc le marché africain, avec 2 milliards d'habitants, il y a largement de quoi, à mon avis, tirer une production locale pour une consommation locale. Avant de passer... Allez-y, Cécile. Oui. Juste ajouter une petite précision, effectivement. Le mall qu'on vient d'ouvrir à Abidjan, on avait prévu un assortiment de produits dans le supermarché qui était à peu près 70 produits qui venaient de l'international et 30% de produits qui venaient du local. Et après quelques semaines d'ouverture, ce qu'on constate, et on l'avoue un peu surpris, c'est qu'en fait, 50% de nos ventes sont sur des produits fabriqués localement. Donc ça peut être des marques internationales, mais on est sur de la fabrication locale. Donc voilà, c'est vraiment... Avant de passer à la question qui intéresse tous les étudiants qui sont avec nous, la question de l'adéquation entre la formation et le marché du travail, une dernière question sur le marché lui-même. Mikhaïlov dit que dans les pays sahéliens, par exemple, entre 70 et 80% des gens vivent à la campagne et continuent de vivre de la terre. Hein, c'est du primaire. Est-ce que ce n'est pas la vérité aussi dans un certain nombre de pays du Golfe, comme le Togo de Didier Akwete, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier que l'essentiel de l'emploi reste le secteur primaire, l'agriculture? Monsieur le ministre. En effet, c'est différencié en fonction des pays. Les chiffres ne sont pas les mêmes d'un pays d'Afrique à l'autre, mais en général, la population rurale se trouve plus importante que la population urbaine. Avec moins de 10% du budget de ces pays consacré à l'agriculture, avec moins de 2% de l'APD, l'aide publique au développement, consacrée à l'agriculture de la part des pays riches. Ça dépend aussi des pays. Si vous prenez le cas du Maroc, il y a eu une vraie stratégie importante qui s'appelle le plan Maroc vert et qui a métamorphosé l'agriculture au Maroc. On est passé d'une agriculture traditionnelle à une agriculture extrêmement compétitive, toujours bio, hein, mais vraiment compétitive, avec de nouveaux problèmes qu'on n'a jamais connus.
une surproduction dont on ne sait que faire, et on a des clémentines qui pourrissent avant d'être transportées. Donc le problème qui est à gérer aujourd'hui est la gestion de l'écoulement de la surproduction, alors qu'on était dans une incapacité de produire correctement. Pour vous dire que sur ce continent, il y a des possibilités invraisemblables de transformation. Vous pouvez fabriquer un véritable grenier complémentaire pour le monde, et dans les décennies et un peu plus devant nous, une des problématiques importantes qui va se présenter, c'est la nourriture. Qu'est-ce que nous allons pouvoir produire sur le globe? Oui, mais Didier Akwete, est-ce que les gouvernants africains, les acteurs européens qui aident l'Afrique n'ont pas tendance à oublier l'agriculture? Alors, c'est vrai que l'agriculture a été oubliée pendant de longues années et considérée comme une activité de subsistance. Et c'est vrai, il faut quand même qu'on arrive à nourrir cette planète, et que lorsqu'on sait que 60% des terres arables non cultivées sont en Afrique, ça montre le potentiel. Et je compléterai d'ailleurs un des chiffres, c'est que seulement 2% des jeunes Africains sont formés dans l'agriculture. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait une priorité, mais aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'effectivement le retour à la terre, c'est pas simplement un effet de style, mais que réellement il y a des opportunités économiques. Et je crois aussi qu'on s'est trompé de discussion pendant longtemps. Et quand je parle avec des jeunes Africains, souvent on leur dit « mais l'agriculture, c'est l'opportunité à aller à la terre ». Mais les types vous racontent, mais vous êtes malade, vous me voyez avec une houe sous le soleil toute la journée en train d'essayer de gratter le sol pour planter des choses qui vont jamais pousser. Donc on n'a pas rendu l'agriculture attractive non plus aux Africains et aux jeunes Africains. Et aujourd'hui, avec le marché de la consommation et l'agro-business qui se développe, les Africains, les jeunes Africains se rendent compte effectivement qu'il y a des opportunités incroyables. Et dans tous les pays, on le voit, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, nous avons des amis qui plantent de l'EVA, qui plantent du riz, bref, tout le monde se lance aujourd'hui dans l'agriculture alors qu'ils ont un emploi de cadre en ville. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a aussi des débouchés. Donc plus on va moderniser notre agriculture et plus on offrira des opportunités de marché, plus ce secteur va se développer avec des jeunes qui vont s'orienter dans ce domaine. Et ça deviendra beaucoup plus attrayant que le paysan qui est sous le soleil toute la journée, quoi. Cécile Déré, je rappelle que vous êtes la DRH du groupe CFAO, un des grands groupes internationaux en Afrique. Les 500 que vous avez embauchés, là, d'abord, comment vous les avez embauchés? Comment avez-vous fait passer les offres d'emploi? Et sur quelle base les avez-vous recrutés? En fonction de leur diplôme, en fonction de leurs premières expériences de terrain? Est-ce que c'est plutôt des gens de la diaspora africaine, des gens d'Afrique qui ont fait toutes leurs études en Afrique? On a fait le pari, en fait, pour ces recrutements, de diffuser des annonces par les différents médias et réseaux sociaux existants. On avait la chance de pouvoir capitaliser sur notre notoriété, et ça commençait à savoir qu'on avait ce projet-là sur la Côte d'Ivoire. On a eu beaucoup de candidatures, donc on a sélectionné, trié en interne. Et on a eu effectivement la bonne surprise d'avoir beaucoup de candidatures de jeunes plutôt formés, beaucoup avec une première expérience, pas forcément une connaissance de nos métiers du retail, mais avec une très forte motivation. Et également la bonne surprise d'avoir des candidats de la diaspora qui souhaitaient retourner sur la Côte d'Ivoire et qui, eux, par contre, avaient eu une expérience dans le retail principalement en France. Donc on a eu une vraie facilité de candidature. Didier Akwete, vous, qui êtes président d'AfriqueSearch, hein, vous pouvez dire en 2 mots de quoi il s'agit, AfriqueSearch? En fait, c'est un cabinet de recrutement qui existe depuis 20 ans, qui met en relation les entreprises et les diplômés et les cadres africains. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice pour les élites africaines du continent qui ont suivi des formations quelquefois irrégulières, heurtées à cause des événements politiques de leur pays, tout le monde pense à la Côte d'Ivoire, face à des candidats de la diaspora africaine qui viennent de France, d'Angleterre, d'Amérique et qui piquent tous les bons postes. En Côte d'Ivoire, par exemple, une ancienne patronne de Coca-Cola vient d'arriver dans les ciments, etc., etc. Alors, effectivement, il peut y avoir une forme d'injustice a priori lorsqu'on présente le sujet ainsi. Mais je vais nuancer. Mais avant de nuancer, je voudrais insister sur le fait que ces dernières années,
les niveaux de formation en Afrique ont beaucoup évolué. Et d'ailleurs, le dernier classement de certains billets, bon, je ne parle pas des métiers techniques qui nous intéressent aussi dans notre étude que nous avons faite, mais sur les fonctions de management, il y a eu une forte évolution ces dernières années sur le continent, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'un client nous demande de recruter des Africains, des cadres, autant il y a 20 ans, on n'allait chercher que dans la diaspora, autant aujourd'hui, on a des shortlists qui ne sont que des candidats formés en Afrique, ayant travaillé en Afrique, et une expertise africaine. Donc c'est-à-dire que le niveau quand même de l'éducation dans certains domaines s'est beaucoup amélioré. Maintenant, je crois que ceux qui ont été formés localement, il y a ce que j'appelle la rupture du contrat social, c'est-à-dire entre l'État et ces jeunes qui ont souffert des années. Et on était au 2IE la semaine dernière pour un colloque, et il y avait un documentaire qui montrait des jeunes qui étudiaient dans la rue toute l'année, sous les lumières, les lampadaires, avec les gaz échappants, la violence. Et je me dis, quelqu'un qui a autant souffert et qui à la fin n'a même pas d'emploi, parce qu'il a très peu de chances qu'il trouve un emploi, c'est la plus grande injustice qui soit. Mais ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas non plus de la faute de celui de la diaspora qui a eu la chance de partir étudier. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, c'est inventé ce mécanisme de complémentarité entre ceux qui sont restés sur place et ceux qui rentrent pour faire aussi un transfert de compétences. Et on le voit dans certaines entreprises. Et ça aussi, les mentalités ont beaucoup évolué. Je me souviens, dans les années 90, les recrutements qu'on faisait de la diaspora, ils rentraient un peu une sorte avec un esprit de conquérant, quoi, en disant nous avons été à l'étranger, nous sommes supérieurs à des super salaires, et beaucoup se sont plantés. Et aujourd'hui, beaucoup ont la modestie de rentrer en Afrique en acceptant d'apprendre des autres, parce que le management, on parle de ça, c'est-à-dire quand on parle de cas de dirigeants, il y a une notion essentielle, c'est le management. Et je donne toujours cet exemple lors d'une privatisation dans un pays d'Afrique de l'Ouest qu'on avait conduite il y a une quinzaine d'années, et on s'est rendu compte que les processus de décision échappaient complètement à l'organisation qu'on voyait. Donc autant le client, qui est une entreprise occidentale, disait « Oui, mais est-ce que vous avez parlé à telle et telle personne ?» Ben oui, on leur a parlé, sauf que c'est pas du tout eux qui décident. Donc vous avez d'autres processus, et je crois que tu es bien placé pour le savoir, mon cher ex-Bolloré, pour voir que en situation de management dans ces entreprises, il y a des mécanismes qui échappent à l'organisation formelle. Donc, ceux qui ont été formés à l'étranger, je pense aussi, se sont beaucoup adaptés ces dernières années au marché, et on commence justement à créer ce métissage de compétences entre ceux qui sont là-bas et ceux qui sont partis, avec, je pense, quand même un niveau qui est en train de s'améliorer grandement dans certains domaines. Didier citait Christian Repas, qui est avec nous. Oui, notre ami Christian Repas, bien sûr. Qui vient de Bolloré et qui dirige maintenant un cabinet de conseil en management des ressources humaines, émergence et talent. Bonjour, Christian Repas. Moulay Hafid El Alami, il y a eu, il y a quelques années, tout le monde s'en souvient, au Maroc, des sittings de diplômés chômeurs. Qui montraient leur détresse dans la rue. Ils étaient prêts à faire des choses vraiment très, très, très poignantes pour défendre leur... Est-ce que ce problème est réglé? Est-ce que vous avez réussi? Alors, il n'est pas réglé. On a entendu tout à l'heure Étienne Giros qui nous disait que les préoccupations du marché du travail sont encore très éloignées des préoccupations du monde universitaire et scolaire. Vous l'avez dit avec un petit euphémisme, mais enfin, vous le pensiez très fort. Hein. Est-ce qu'il y a encore des défaillances au niveau scolaire et universitaire pour s'adapter aux besoins, aux demandes du marché du travail? Alors, l'inadaptation, l'inadéquation formation-emploi, je pense que c'est un mot qu'on a tellement utilisé sur le continent qu'il est aujourd'hui galvaudé. Mais malheureusement, c'est une réalité et c'est une vraie responsabilité de l'État. Parce que le travail qui doit être fait, j'ai testé personnellement, venant du monde du privé, lorsque je suis arrivé dans ce ministère, pour voir quelle stratégie industrielle mettre en place au Maroc. La seule chose qui m'est apparue, c'est une stratégie non pas industrielle, mais de l'emploi. Et en prenant le problème à l'envers, j'ai constaté que les 10 dernières années, au Maroc, nous n'avons créé que 75 000 emplois dans le secteur industriel. Or, si on prend le besoin, la demande qui est présente chaque année, c'est à peu près 130 000. Donc en 10 ans, on va avoir besoin d'1 300 000 emplois. Et là, où vous les préparez, où vous avez exactement ce que vous avez souligné, c'est les grèves, etc., qu'on connaît tous un peu partout dans nos pays. Eh bien, nous nous sommes engagés au niveau de l'industrie
pour créer en 7 ans, 2014-2020, non plus les 10 000 emplois au prorata des 7 ans, hein, les 75 000, souvenez-vous, qui sont sur 10 ans, mais 500 000 emplois. Évidemment, quand on a annoncé ça, on nous a traités de fous, c'était pas possible, etc. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 2 ans après, nous avons bouclé l'engagement des 500 000 emplois sur la période. Alors comment on a pu faire? C'est de prendre vraiment le problème à l'envers. C'est de prendre filière par filière, de redéfinir des stratégies par secteur, en fonction de nos capacités, de nos avantages, sur quoi on pouvait travailler, l'aéronautique, l'automobile, le textile, le cuir, etc. De ces stratégies, de voir avec chacune des filières, et on est descendu au grain le plus fin, c'est-à-dire l'entreprise, de voir quels étaient ses besoins en 3 dimensions. D'abord les profils, à quelle année, est-ce que c'est 2017, 2019, etc. Est-ce qu'on veut un ingénieur ou un technicien? Et une 3e dimension qui était la région. Alors fort de ce recueil, nous avons adresser la formation de façon très précise, parce que cette problématique, je reviens à ce point d'adéquation formation-emploi, notre problématique, c'est que, moi j'ai vécu à titre personnel une formation au lycée Victor Hugo à Marrakech, et on m'a enseigné, voilà, bachelier, etc. Et puis on a eu un orientateur, que vous avez dû tout savoir. Bien, cet orientateur, c'est celui que pratiquement mes parents ont eu. Il avait une extraordinaire expérience, c'était d'être formateur, d'être orientateur. Donc il n'a jamais connu le monde du travail. Et tout ce qu'il nous présentait, c'est un regard dans un rétroviseur. Parce que les générations précédentes étaient médecins, avocats, ingénieurs, et bien il nous proposait d'être médecins, avocats, ingénieurs. J'espère que notre jeunesse aujourd'hui va dans un autre sens. Et donc cette adéquation en partant du terrain, du besoin réel jusqu'en 2020, par entreprise, par secteur, par région et par profil, vous avez un calepin qui devient un outil de travail des formateurs, des recruteurs, un outil pour les parents pour orienter leurs enfants et un outil pour les étudiants pour savoir que dans 5 ans, voici les débouchés que nous allons avoir. Nous avons trop formé, je parle maintenant de l'Afrique, nous avons énormément formé, y compris en formation professionnelle, de superbes chômeurs. On va très vite, je pense, passer aux questions de la salle, parce qu'on y arrive. Et justement, notamment sur cette question des orientateurs, vous n'avez pas été très gentil avec eux, on va demander aux étudiants qui sont là s'ils sont d'accord ou pas. Juste avant, une dernière question. Je demanderai aussi à Ségolène de me redonner, si elle veut bien, les questions des réseaux sociaux. J'ai perdu la feuille, je suis désolé. Je me tourne une dernière fois vers Cécile Déré et Didier Acquetté. Ce qui m'a frappé, Cécile Déré, quand on a préparé un petit peu cette rencontre, c'est que vous m'avez dit que vous, en tant qu'investisseur, en tant que créateur d'emplois, vous n'avez pratiquement aucun contact avec les États locaux. La seule exception, vous m'avez dit, c'est la Côte d'Ivoire, où il y a une convention formation-emploi. Donc ça, quand on écoute Monsieur le ministre, on tombe des nues, quoi. On tombe du ciel. Non, mais c'est exact. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est confrontés très clairement à des manques de compétences et à des difficultés pour trouver des compétences dans les différents pays où on est implanté, dans les 37 pays où on est implanté. Donc, le cas dont on parlait tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire, on a fait le choix, en fait, de la motivation plus que de la formation. C'est-à-dire qu'on a recruté des équipes qui n'étaient pas forcément encore adaptées à nos métiers, mais on a mis tout l'investissement de formation nécessaire pour les préparer. Voilà, c'est le choix qu'on a fait, ce qui nous a permis de recruter nos 500 collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a, nous en tout cas de notre expérience, aujourd'hui peu de dynamisme ou peu de projets constructifs et de partenariats des États avec les entreprises privées pour essayer de conclure des partenariats. Mais c'est pas pénalisant? Si, puisqu'on est en manque de compétences et donc c'est pour ça qu'on a sauté sur une initiative du CIAN qui était effectivement le programme Excellence Afrique, parce qu'on s'est dit que c'était une occasion effectivement de créer du lien aussi avec les écoles. Nous, après, on a des démarches par contre avec les écoles, mais donc là c'est école par école ou université par université. Mais il y a aujourd'hui pas encore de, je ne sais pas si c'est de prise de conscience, mais d'action complète sur le sujet. Didier, vous voulez dire quelque chose là-dessus ou pas? Non, mais effectivement, les États ont été assez absents en réalité de la redéfinition de ces processus. Bon, il y a un exemple qui est superbe, c'est le 2IE que dirigeait Paul Giniès il y a quelques années, où les entreprises, effectivement,
étaient partenaires de l'établissement, formulaient leurs besoins, intervenaient, étaient en concentration, et les modèles commencent à évoluer très timidement. On le voit, hein, bon, en Ouganda, il y a des exemples, au Mozambique, il y a des exemples, mais ça reste encore assez timide. Et je vais donner 2 chiffres et du coup faire une proposition. C'est en 2011, par exemple, en Égypte, il y a à peu près 600 000 postes à pourvoir dans le secteur privé. Il y avait 1,5 million de jeunes qui cherchaient un emploi. En Afrique du Sud, en 2012, il y avait à peu près 700 000 emplois disponibles et 800 000 diplômés supérieurs qui cherchaient un emploi. Donc, cette forte inadéquation, je crois, s'exprime parfaitement à travers ces 2 chiffres et qui m'amène à me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas davantage de marchés régionaux de l'emploi? Parce que ce que je constate, lorsqu'on va rechercher, par exemple, des candidats pour travailler dans les mines au Mali, on se rendra compte qu'on n'a pas assez. Alors peut-être qu'en Guinée ou au Niger, on en a suffisamment. Alors qu'il y a liberté de circulation d'une frontière à l'autre. Exactement, et c'est très paradoxal. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Quand on va chercher des agronomes dans un pays, on ne va pas en trouver, alors qu'il y a un pays qui en forme suffisamment, mais qui n'offre pas assez de débouchés. Donc je crois que dans nos pays actuellement, à la faveur un peu des intégrations régionales qui sont des réalités dans certaines zones, comme l'Afrique de l'Ouest, un peu moins l'Afrique centrale, on peut parfaitement imaginer des marchés dynamiques d'emploi avec des observatoires de compétences qui observent ces dynamiques et permettent de gérer les flux. Et je crois que le miracle de la Côte d'Ivoire, on le dit souvent, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'à l'époque du président Fouette, il faisait venir les compétences de l'Afrique, quelle qu'elle soit, parce qu'il avait un besoin, c'est de combler des gaps de compétences. Et aujourd'hui, avec les formations qu'on observe sur le continent et les besoins qui évoluent d'un pays à un autre avec la poussée des investisseurs, on devrait raisonner beaucoup plus régional en termes de compétences et d'emploi pour réguler un peu mieux ces flux, je pense. On va passer aux questions de la salle, si vous voulez. J'en profite pour saluer ce que disait Frédéric Mion au début de notre rencontre, à savoir qu'en 2e cycle, beaucoup d'entre vous, chères étudiantes, chers étudiants, se concentrent sur l'Afrique. Ben, écoutez, je vous tiens un grand coup de chapeau, parce que je peux vous dire qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était pas du tout à la mode, l'Afrique. À la une des hebdomadaires français, c'était l'Afrique égale 0. Et voilà, on a un basculement, et vous êtes tous là à venir assister à cette conférence qui prouve votre intérêt pour le continent africain. Johanna, je faisais partie de la première promotion la précédente promotion des POTAF. Moi, j'ai une petite question pour refaire le lien avec la première partie de cette présentation qui portait sur la démographie africaine et sur le nombre incroyable de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, parce que là, dans cette seconde partie, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de l'adéquation, justement, formation-emploi et des besoins pour les entreprises d'affiner les formations délivrées dans les universités. Mais ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a quand même 95% des emplois aujourd'hui de l'activité de ces jeunes Africains qui est dans le secteur informel. Est-ce que l'idée, ou un des leviers en tout cas, ce serait pas d'essayer de créer des passerelles entre ces 2 secteurs-là et de faire en sorte que les jeunes qui sont aujourd'hui en activité, en fait, qui ne sont pas que des chômeurs, qui sont dans le secteur informel, qui travaillent mais qui ont peu de reconnaissance et peu de sécurité sociale, soient, entre guillemets, réinsérés dans le système, si on peut dire ça comme ça. Merci. Merci, Moulay Fidel Alami. Je crois que votre commentaire est tout à fait à propos. Nous avons un vrai problème sur le continent africain de la partie informelle, de l'économie informelle. Alors il y a eu des tentatives, dont au Maroc, qui ont été une catastrophe à ne jamais faire, qui était ce qu'on appelait l'assainissement. Bon, ça nous a pris une dizaine d'années pour nous en remettre. Il y a eu un combat, on a essayé d'éradiquer tout ce qui est informel, ça n'existe pas. C'est pas possible à faire de cette façon-là. C'est plutôt une démarche d'accompagnement. Ce que nous avons fait au niveau du ministère où je suis, j'ai un ministre délégué qui est en charge de la partie auto-entrepreneur. Nous avons démarré il y a quelques semaines à l'ouverture auprès de l'ensemble du réseau bancaire de recrutement d'auto-entrepreneurs avec un vrai accompagnement. Les gens ne demandent pas grand-chose. Il ne faut pas imaginer que les gens qui sont dans l'informel se complaisent à être dans l'informel. Il ne faut pas imaginer que les gens qui sont dans l'informel ne payent pas d'impôts. Donc il faut aller chercher ce taux d'imposition virtuelle et le transformer éventuellement en imposition faible pour faire rentrer les gens dans le formel. Et donc cette expérience d'auto-entrepreneur a donné des résultats impressionnants. On n'arrive pas à répondre à la demande. Donc aujourd'hui, les banquiers sont submergés de ces demandes-là. Dernier point, c'est que
nous avons restructuré l'économie marocaine, et en particulier l'industrie, en structure d'écosystèmes. Dans ces écosystèmes, vous avez des locomotives. C'est dans un environnement, par exemple, vous fabriquez des pièces de voiture ou vous fabriquez une partie d'un véhicule. Donc quand vous les regroupez pour fabriquer le rétroviseur d'un véhicule, ce n'est plus les petites pièces que vous vendez à un constructeur. Eh bien, la structuration de cet écosystème vous fait découvrir des besoins de grandes entreprises et de toutes petites entreprises, y compris d'auto-entrepreneurs. Donc la capacité de mettre ces gens-là à travailler ensemble, encore une fois, ce sont des concepts qui sont connus, reconnus, qu'on a galvaudés, et quel dommage, parce que c'est des vrais concepts qui donnent de vrais résultats. Il suffit de les faire sérieusement et de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. L'auto-entrepreneur, ça donne des résultats. Les écosystèmes ont transformé l'industrie marocaine, y compris pour les gens qui cherchent de l'emploi, même l'auto-entrepreneur. Mais on ne va pas se raconter d'histoire. Vous le disiez, hein, l'informel, c'est plus de 90%. Cécile Déré, dans le secteur automobile, par exemple, il y a de la contrefaçon, il y a des produits vendus sans taxes, sans frais de douane, y compris des voitures. Hein. Et les consommateurs achètent ces produits-là. Donc l'informel a de beaux jours devant lui. Oui, enfin, pour nous, effectivement, entreprise privée, l'informel, il y a un côté, parfois même concurrence, pas tout à fait loyale, parce qu'on peut avoir l'exclusivité, vous prenez l'exemple des voitures, de la vente de Toyota dans un pays, et avoir, mais de l'autre côté de la rue, quelqu'un qui vend les mêmes voitures que nous, les mêmes modèles, juste à un prix différent, parce qu'il les fait venir par un autre biais. Donc ça, c'est une réalité économique auquel nous, on est confrontés. On s'efforce effectivement de mettre l'accent sur des services, sur un autre mode de vente pour développer notre activité. Et en termes après d'emploi, pour répondre peut-être plus directement à votre question, pour nous, il n'y a pas de frontière stricte, hein, c'est-à-dire que quand on recherche des nouvelles compétences ou des nouveaux collaborateurs, enfin, ça peut être aussi quelqu'un qui, jusqu'ici, était dans l'informel. On reste très ouvert en termes de candidature et on n'est pas fermé et ça reste une expérience qui peut être utile pour nous. Mais ce qui m'a frappé quand même, c'est que vous m'avez dit que près de 80% de vos cadres sont français, alors que vous êtes très très présent en Afrique. Pas 80% de nos cadres, 80% de nos dirigeants. Ah pardon. Mais c'est pas mieux. Enfin, c'est pas bien également. Nous, on a un enjeu qui est majeur, effectivement, parce qu'on a aujourd'hui donc, ce qu'on appelle nos dirigeants, c'est le leadership group composé de 170 collaborateurs du groupe qui contribuent et qui mènent notre stratégie. On le suit de près, on a la volonté de le diversifier. Et aujourd'hui, effectivement, à 80%, ils sont français. Donc, on a un enjeu majeur de diversité de nos équipes. Et on est face à ce constat. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est aussi intéressé quand on voit des promotions comme celle-ci, parce qu'on doit vraiment bouger sur cet aspect-là. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Didier Akoueté, je vous laisse répondre. D'un mot, est-ce qu'il n'y a pas quand même une complicité de nombreux États avec l'informel ? Je fais rire le ministre marocain. Non, mais le ministre le disait, c'est pas parce qu'on est dans l'informel qu'on ne paye pas de taxes. Ceux qui sont sur les trottoirs, vous savez, il y a des agents du fisc qui font un racket organisé alors qu'ils disent que l'informel ne paye pas de taxes. Donc toute la question, c'est de savoir... Alors moi, je suis toujours un peu surpris. Vous savez, on a 5% peut-être des Africains qui paient des impôts, mais on les massacre. Et donc forcément, ceux-là veulent éviter de le payer. Donc je me dis, pourquoi on n'a pas des assiettes plus larges avec des taux très faibles où on dit, très bien, c'est 5%, mais tu le payes. Si tu ne le payes pas, tu as un massacre de 50% sur la tête. Donc je me dis, le type qui a du bon sens, même qui vend l'électroménager importé de Chine au bord de la route et qui disparaît quand le fisc arrive, quand on lui dit « tu resteras tranquille, posé ici, si tu acceptes de payer 2%, il n'est pas idiot pour ne pas payer. Donc c'est simplement que je trouve que l'État s'est organisé pour être un prébendier de premier niveau et de vivre simplement de ce qui est le plus visible et non pas d'organiser une économie qui permette au plus large de payer des impôts acceptables, mais qu'ils acceptent de le payer. Donc tant que l'informel, on considérera que l'informel, on doit l'obliger à rentrer dans le formel avec le système de taxation que le formel subit, ça ne marchera jamais. Donc c'est une question de choix économique et politique, et je pense qu'il peut se faire très facilement lorsque la règle est simple pour tout le monde et claire, avec des taux très faibles. Personne ne veut aller dans l'informel, y compris celui qui entreprend, il ne veut pas forcément aller dans l'informel.
mais ils se retrouvent de facto dans l'informel à cause d'un État qui est complètement un État bandit, quoi. Je vois deux personnes qui ont deux questions à poser, au fond et devant. Juste avant, un mot, Monsieur le Ministre, sur les expatriés. Vous vouliez réagir à ce que disait Cécile Déré et Oui, les expatriés qui sont en surnombre? Je pense que les modèles des différents groupes sont différents. Dans une vie antérieure et encore en parallèle aujourd'hui, je suis dans le monde des assurances. Il y a un des cadres supérieurs du groupe qui est ici présent avec nous. On a 9500 personnes dans le groupe. On est leader panafricain d'assurance. On est dans 27 pays, etc. C'est un groupe à capitaux marocains. Comment il s'appelle, votre groupe? Saham, S-A-H-A-M, et que j'ai mis en pause parce que je travaille en tant que ministre et j'espère revenir rapidement à mes fonctions antécédentes. Vous me manquez déjà beaucoup. Mais dans ce groupe, qui est Saham, qui est marocain, de capitaux, il y a zéro, vous pouvez me contredire, zéro expatrié cadre sur l'ensemble du continent. Nous n'avons aucun. C'est-à-dire que nous faisons confiance aux pays africains où nous investissons et nous avons vraiment, dans ces pays-là, des managers qui gèrent, et je dois vous dire que nous sommes leaders dans l'assurance, donc ils ne doivent pas être si mauvais que ça. Donc ça, c'est le premier point. Un tout petit mot sur la réponse à votre question sur pourquoi l'informel ne disparaît pas. On a un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. On n'a aucun problème d'adéquation entre l'informel et la corruption. L'origine de ce mot MAUX vient de la corruption. Ne cherchez pas ailleurs. Il n'existe nulle part le problème. C'est ni l'emploi, ni la fiscalité. C'est rien. C'est la corruption. Les gens se complaisent et se plaisent à avoir de l'informel dans des pays parce qu'ils en tirent profit. Moi, c'est ma conviction profonde. Merci. Une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Je suis Nicolas Juel. J'étais directeur de l'Institut UCAC-ICAM à Douala pendant 7 ans. Donc, je remercie ici l'opportunité de cette table ronde. Donc, on est partenaire d'RH Excellence Afrique avec le CIAN. On est partenaire localement au Congo et au Cameroun avec CFAO. Et donc notre formation d'ingénieur, donc aujourd'hui on a 100% d'employabilité, s'appuie sur le modèle de l'apprentissage. 100% de nos ingénieurs sont formés par apprentissage, par les entreprises africaines en Afrique centrale. Ce modèle marche puisqu'il y a 100% d'employabilité, mais il est confronté à un souci que vous avez évoqué dans les questions tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a pas de loi juridique camerounaise, congolaise, tchadienne qui soutient l'apprentissage. Il n'y a pas de statut public de l'apprenti. Et on sait bien qu'en France, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, qui est né en 1991, a pu naître parce que l'État français a voulu qu'il progresse, et donc les lois sur l'apprentissage n'arrêtent pas de changer ou de progresser tous les 6 mois. Comment faire ? Est-ce que les 3 intervenants, vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'apprentissage marche, que c'est une des solutions possibles pour la question de l'adéquation entre le besoin des entreprises et la formation ? Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin en essayant de donner envie aux États de légaliser sur le cadre juridique de l'apprentissage ? Qui c'est qui peut répondre ? Sur l'efficacité et la pertinence de l'apprentissage, moi j'en suis totalement convaincue. C'est vraiment un système de formation qui est très pertinent puisqu'on alterne à la fois la formation pure et le temps d'entreprise. Donc c'est effectivement une des très bonnes solutions, quels que soient les pays et donc également en Afrique, pour avoir des collaborateurs et des étudiants qui sortent des écoles avec des formations qui sont vraiment adaptées aux besoins de l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est une certitude. Nous, on a régulièrement eu des alternants de nos entreprises, et c'est vrai qu'après, quand ils sortent, ils trouvent avec une grande facilité des emplois, pas forcément chez nous d'ailleurs. Le plus souvent, hélas pour nous, ils partaient pour d'autres univers, et notamment pour les univers des pétroliers. Mais oui, non, c'est évident que c'est une excellente solution. Et juste peut-être quand même une précision par rapport à notre politique en matière d'expatriation. Nous, on favorise énormément l'expatriation chez CFAO, mais expatrié ne veut pas dire français. Expatrié, ça veut dire hors de son pays d'origine, et donc veut dire une carrière de développement dans le groupe. Donc on a aujourd'hui 300 expatriés dans le groupe CFAO sur 12 000 collaborateurs, et sur ces 300 expatriés, on en a seulement, je dis bien seulement, mais c'est déjà ça, 30% qui ne sont pas d'origine française. Et nous allons progresser.
Juste avant de vous passer le micro, je rebondis sur une question d'une internaute, Régina, qui nous écrit du Bénin. Les actions ne devraient-elles pas être orientées plus vers la valorisation des secteurs primaires et secondaires, comme l'agriculture, le génie civil et l'industrie, qui sont des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une évidence. L'agriculture, et pas que l'agriculture. Vous avez la construction, qui est un employeur phénoménal dans ces pays. Et donc, il faut absolument accompagner toutes ces chaînes. La chaîne agricole, la chaîne de la construction, mais pas uniquement. Je vais prêcher pour ma paroisse en 2 mots. L'industrie est un extraordinaire fabricant ou créateur d'emplois. Et ces pays-là sont en train de passer progressivement à de l'offset, donc de la compensation industrielle. Ces pays achètent de moins en moins sans contrepartie et donc créeront inéluctablement de l'industrie dans les prochaines années. Et question de Adamou Alidou Amidou, un internaute de Niamey. Est-ce que nos enseignants-chercheurs tiennent compte de la demande et de l'exigence du marché du travail lorsqu'ils forment leurs étudiants? Didier Akoueté. Malheureusement non, parce que je me rends souvent compte quand je traîne dans les universités que parfois les polycopiés datent de 20 ans. Et des profs qui enseignent à des étudiants de maîtrise au niveau bac et n'ont jamais travaillé. Donc il y a un vrai sujet au niveau de la qualité de la formation des enseignants. Et c'est vraiment le point de départ, et c'est une catastrophe dans les universités africaines. Et sans même aller dans les universités, les centres professionnels, les centres de métiers techniques dont parlait notre ami, si on a des stratégies sérieuses de filière, avec l'accompagnement de petites PME locales, et l'État jouant son rôle, les 2% qui sont aujourd'hui formés dans les écoles professionnelles pourraient passer à 10, 15, 20%, mais avec un secteur privé. Parce que ça aussi, il ne faut pas éluder la question. On peut former, mais pourquoi et pour qui? L'État n'embauche plus, c'est le secteur privé. 90% du secteur privé africain sont des PME, voire des TPE, des petites entreprises, qui parfois sont dans l'informel. Donc l'enjeu, c'est comment l'État organise l'écosystème dont parle Monsieur le ministre, pour que ces TPE, ces PME, qui en réalité nourrissent l'activité économique, aient un statut privilégié avec un accompagnement public qui leur permette d'avoir en face d'elles des centres de formation technique, de métier, pour que ces petites entreprises, PME, puissent bénéficier de ces ressources qui sont formées avec l'appui de l'État. La PME n'a pas de problème pour embaucher si elle sait qu'elle a un marché. Mais il ne va pas investir dans des laboratoires. Une PME déjà qui a du mal à payer ses emplois, une TPE, c'est pas elle qui va faire l'investissement. Donc c'est là où on retrouve encore l'État qui, au lieu de se préoccuper du flux entrant dans les universités, devrait davantage diversifier les filières de formation en associant les petites entreprises et les PME. Il nous reste 10 minutes. Si vous êtes quelques-uns encore à vouloir poser quelques questions, je me tourne vers à vous, monsieur, qui levez la main. Oui, Benoît Terry, consultant en ressources humaines. Mon intervention va dans le même sens que les précédentes, mais en mettant peut-être l'accent sur d'autres points, notamment sur l'apprentissage et les emplois industriels. Pour avoir accompagné un certain nombre de grands projets d'investissement industriel en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ce qui apparaît très clairement, c'est que les déficits de qualification ne sont pas tellement au niveau des cadres, ingénieurs et cadres commerciaux, pour lesquels il y a un certain nombre d'écoles en Afrique, ou bien il y a du recrutement possible dans la diaspora. Les déficits ne sont pas tellement dans le secteur tertiaire, des emplois par exemple de comptabilité-gestion, pour lesquels il y a foultitude de formation, y compris privée, du genre école Piget. Mais très très clairement, les déficits considérables sont dans les emplois industriels d'ouvriers qualifiés à techniciens supérieurs. Et ceci pour une raison assez simple, c'est que les systèmes éducatifs ont privilégié en général l'enseignement général parce qu'il paraissait plus noble, mais aussi pour une raison beaucoup plus forte encore et plus matérielle, c'est que
que les établissements de formation professionnelle sont complètement démunis ou très largement démunis d'équipements de formation industrielle qui sont soit absents, soit obsolètes. Et donc là, il y a un dénuement considérable de ces établissements de formation. Alors, je pense que, je rejoins l'intervention précédente, il y a un extrême besoin de développement de ce qu'on pourrait appeler un système d'apprentissage. Non pas l'apprentissage traditionnel qu'on entend en Afrique et qui veut dire l'emploi des enfants dans le secteur informel guère payé, mais d'un apprentissage en alternance qui permettent d'accéder à des équipements de formation dans les entreprises. Et je crois que, bon, c'est un peu dans ce sens-là sans doute que va le projet du CIAN RH Excellence Afrique, mais il ne s'agit pas seulement d'un problème de qualité de la formation ou de certification de la formation, il s'agit d'un problème d'engagement des entreprises pour accueillir des jeunes dans les emplois industriels en grand nombre, afin de suppléer pour partie au déficit d'équipement d'un secteur de l'enseignement professionnel extrêmement démuni. Et effectivement, c'est une question législative, mais c'est aussi une question d'investissement en formation des entreprises. D'un mot, Cécile Derré. Oui, moi je vous rejoins totalement sur ce constat qu'effectivement il y a un gros déficit sur les formations d'ouvriers qualifiés dans les secteurs industriels ou d'ingénierie mécanique, etc. Nous, on y est aussi confrontés. C'est-à-dire qu'on trouve presque plus facilement un directeur financier dans un pays d'Afrique qu'un chef d'atelier ou un mécanicien qualifié et quelqu'un qui aurait du potentiel pour évoluer. Sur après le rôle des entreprises, nous, on n'a pas trouvé non plus jusqu'ici beaucoup de structures qui proposaient des formations. On essaye et on a réussi au Nigeria, on a un projet aussi en Côte d'Ivoire en nous associant avec des ONG à travailler sur justement la mise en place de types de formation. Donc là, effectivement, on contribue au financement de la formation. On avait essayé d'ailleurs au niveau du Congo et du Cameroun avec l'ISTAC et l'ICAM de travailler sur le sujet, mais ça nous demandait un investissement entre guillemets humain en termes de nombre de stagiaires à prendre qu'on ne s'avérait pas être capable d'accueillir dans nos ateliers. Donc oui, il y a un véritable enjeu et on est vraiment prêt à rouvrir la discussion avec des écoles qui seraient prêtes à se relancer sur le sujet. Christophe, je crois aussi qu'il faut démystifier un peu le mythe du Bac+6, parce que dans les pays francophones, on vit encore dans ce mythe à la française, là où pour trouver un job, pour avoir forcément fait un Bac+6, quand tu étais à l'école, il faut forcément avoir fait un Bac+5. Tu sais que tu vises tout l'amphi, là. Hein. Oui, non, mais non, mais un bon Bac+5 ou +6, ça a du sens. Mais malheureusement, c'est que dans les systèmes éducatifs africains, les Bac+5 et +6 n'ont plus aucun sens parce qu'ils ne professionnalisent absolument pas ceux qui en sortent. Et c'est plutôt un message à l'adresse de nos jeunes frères africains qui nous écoutent. C'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de chances de trouver un job avec un Bac+2 ciblé, professionnalisé, qu'un Bac+5, +6 dans une formation extrêmement théorique. Et ça, c'est très culturel. Moulay Hafid El Alami, avant de vous laisser répondre, je prends une dernière question, ou une des deux dernières questions. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. On va aller vite. Voilà, je vous vois avec le micro, allez-y. Oui. Bonsoir, je suis Mahdi Ben Hamden. Je suis directeur des opérations du groupe Alios Finance, qui est un groupe sur 10 pays dans le continent africain, qui existe depuis 60 ans, donc partenaire avec CFAO. Voilà, le sujet, c'est... je fais partie de la promotion potentielle Afrique de cette année, avec mes collègues. Promotion de Sciences Po, hein. Oui, de Sciences Po. Donc la question, c'est en fait autour de la création de l'entreprise et par rapport à l'évolution de la démographie. Une des parties, c'est la formation, et l'entreprise a besoin aussi de soit main-d'œuvre qualifiée, au cadre, etc. et tout, mais je pense que la vraie problématique de la création de l'entreprise, c'est déjà le cadre de création dans certains pays dans le continent, mais aussi le besoin en capital et le besoin en financement.
qui est parfois quasi inexistant ou dont les délais sont... Donc c'est le problème du secteur bancaire. Voilà, le secteur bancaire ou même voilà, le secteur financier d'une manière générale. Derrière, tous les aspects réglementaires et les aspects, on va dire, de besoin de garantie. Les idées sont là, il y a plein d'idées dans le continent. Maintenant, je rejoins la différence. Si on prend des cas de pays frontaliers comme le Cameroun et le Gabon, les besoins ne sont pas pareils. Ou la Tunisie et la Libye, les besoins ne sont pas pareils. Voilà, mais grosso modo, si on voit dans tout le continent, le problème, c'est comment accompagner l'entreprise de sa création par rapport à son lancement, son développement en termes de financement. Et c'est là où la plus grosse problématique, à mon avis. Moulay Hafid El Alami, c'est vrai qu'il y a 3 grandes banques marocaines qui travaillent en Afrique, mais est-ce que ce n'est pas le désert autour ? Écoutez, je pense que la problématique, enfin les 2 problèmes, on a parlé de besoin de ressources humaines au niveau des techniciens supérieurs et le besoin d'accompagner des créateurs d'emplois, des créateurs d'entreprises, des start-up, etc. Ça, c'est l'incohérence de nos États, très souvent, et de nos administrations. On veut à la fois créer de l'emploi, développer les pays, faire tout ça. Donc quand vous écoutez les discours et les présentations, c'est exceptionnel. Quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a pas de technicien supérieur parce qu'on n'a pas d'équipement, parce qu'on n'a pas alloué le budget là où il fallait, etc. Souvent, on marche sur la tête. C'est pas que pour l'Afrique, c'est un peu général à travers le monde, mais on a des spécificités quand même africaines. En France aussi. En France aussi, évidemment, mais pas avec la même acuité. Nous savons faire mieux que la France quand on veut faire mal. Bon, bref, on sait accentuer certains défauts que vous nous avez gentiment présentés et qu'on a pris avec amour. Mais simplement, pour régler ces problèmes, il faut qu'on se prenne en main. Rien n'est insurmontable. Prenez des administrations, la création d'une entreprise peut se faire sur Internet très simplement. Mais vous avez... Maintenant, je découvre l'autre côté de la barrière. L'administration, chacun est jaloux de son précaré et vous explique que pour venir chez moi, c'est strictement interdit, c'est très compliqué, c'est confidentiel, etc. On doit avoir des politiques publiques qui ne peuvent pas émaner du gars qui donne l'autorisation en bas. Je passe l'exemple de la corruption. Imaginons qu'on n'ait pas de corruption. Mais simplement, la lourdeur administrative... Pour l'éradiquer, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut qu'il y ait une structure top-down avec une vraie réflexion. Qu'est-ce que nous voulons ? Quelle stratégie ? Quel objectif ? Et pour cela, il faut déployer les moyens. Si vous voulez former des gens, on a parlé de la formation par alternance, il y a la formation in situ qui est extraordinaire et qui donne des résultats importants. Dans des grandes entreprises, on crée des structures internes. Lorsqu'on parle de pouvoir approcher le secteur privé et de le supplier pour prendre en formation alternée des ressources humaines. C'est extrêmement complexe, partout, en France aussi. Le seul pays où j'ai vécu et que j'ai trouvé que ça se faisait facilement, c'était le Canada. Mais venez au Maroc essayer de demander à des entreprises de vous recevoir vos stagiaires. Allez en Afrique demander à ce qu'on reçoive des stagiaires. C'est extrêmement compliqué, c'est pas dans notre culture. C'est pas dans nos... Donc il faut suppléer à cela par des mécanismes opérationnels. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Est-ce que tu sais compter ?» On répond « Oui », ben dit « Super, parce que désormais tu ne pourras compter que sur toi-même. Comptons sur nous-mêmes. » Merci. Avant de vous laisser répondre, une dernière question que voilà. Alors, Anas Bachar, ancien banquier, start-upper au Maroc et en Afrique, justement dans le domaine de l'e-payment et dans l'inclusion financière. J'ai une question très simple en fait. On est en 2016, on a parlé d'Afrique, de capital humain, on n'a pas du tout parlé de la révolution digitale. AXA a investi 75 millions d'euros cette semaine dans AIG, etc. en Afrique, Jumia. On sait très bien que dans 10 ans aux États-Unis, il n'y aura plus d'alphabet pour les gamins à l'école, mais on va apprendre la programmation informatique, etc., les langages de programmation. Donc, qu'est-ce qui est prévu, notamment, Votre Excellence, Monsieur le Ministre, parce que je suis d'origine marocaine, et je vois que vous êtes aussi ministre de l'économie numérique, donc je pense qu'on aura une bonne réponse. Voilà, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est fait, comment vous voyez l'évolution de tout ce qui est numérique, du digital, etc. Voilà. Avant de laisser répondre le ministre, c'est vrai que j'ai oublié de dire que vous êtes ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Excusez-moi, on dit souvent que le numérique
c'est l'avenir et que l'Afrique est mieux armée que d'autres continents grâce au numérique. C'est vrai ou c'est une tarte à la crème, Didier Akoueté? Non, en fait, c'est votre conclusion, hein? Oui, non, mais on le voit concrètement dans des pays comme le Kenya. C'est fabuleux ce que les TIC font à ce pays en termes de croissance et d'emploi pour la jeunesse, avec un écosystème qui est créé. Et le taux d'équipement, vous le savez, en Afrique, en téléphonie mobile, est de plus de 100%. Donc, c'est-à-dire que chacun a au moins un téléphone, voire deux. Donc, c'est vrai que... Les gens préfèrent crever de faim, mais avoir un téléphone portable. Exactement. Donc, en fait, ça crée des opportunités d'accès à l'information, voire même à l'emploi, puisque des paysans dans le Fouta reçoivent chaque jour le cours des matières agricoles. Du bétail. Les pêcheurs qui sont en mer savent quel est le temps qu'il fait en mer quand ils prennent la mer. Donc, dans les écoles, puisqu'on ne va pas avoir assez de profs et assez de classes pour l'ensemble des enfants, on sait qu'aujourd'hui, le numérique est un des moyens de donner l'accès à l'éducation. Donc, définitivement, l'Afrique s'est approprié le numérique. Maintenant, il faut mettre du contenu à l'organiser pour que ça ait du sens pour l'ensemble de la population. Cécile Déré, c'est votre conclusion? Oui, je suis également convaincue que ce qui est passionnant dans l'évolution de l'Afrique, ou plutôt des différents pays d'Afrique, parce que vous savez tous comme moi que l'Afrique est plus que multiple, c'est que contrairement à l'évolution qu'a pu connaître notre continent dans le temps, l'Afrique, elle avance avec des pas immenses. Donc je reste, moi, très positive sur les perspectives de développement. On espère, nous, en tant qu'entreprise privée, contribuer à ce développement. Et l'une des sous-questions de cette conférence, c'était sur quelle employabilité pour quel emploi demain en Afrique. Et la digitalisation est un véritable exemple de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà préparer la jeunesse africaine à ces futurs emplois de demain et à cette digitalisation et aux autres emplois qu'on peut avoir, dont on peut avoir aujourd'hui déjà besoin en Europe. Moulay Hafid El Alami, est-ce qu'on n'est pas un peu optimiste ce soir? Bien, je pense que le digital, très sérieusement, est une opportunité globale et pour l'Afrique en particulier. Maintenant, pour ne pas tomber dans la tarte à la crème, il faut être vigilant. Et les effets d'annonce, je suis un petit peu allergique à cela. Nous avons vécu un Maroc numérique 2013. Et je parle entre guillemets de la Cour des comptes. C'est une catastrophe nucléaire parce que nous avons annoncé des choses magnifiques, nous avons fait rêver et on a livré, au lieu de l'océan qui était promis, un verre d'eau. Il ne faut plus refaire ce type de choses parce qu'on décrédibilise toutes les stratégies. Donc il faut être raisonnable dans ces démarches. Il faut être vigoureux parce que je pense que le digital est une véritable opportunité permettant de faire des sauts sérieux, qualitatifs, mais il ne faut pas faire une approche de slogan et de tchatch à laquelle on a l'habitude en général. Il faut être, et surtout sur notre continent. Je crois que nos politiques doivent être responsables de ce qu'ils annoncent. Et je vous le dis comme on n'est qu'entre nous. Voilà. J'ai été convoqué à une commission au Parlement pour répondre de la non-réalisation des objectifs annoncés de Maroc numérique 2013. Donc ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas être reconvoqué, il n'y a pas de souci, mais nous avons une responsabilité en tant que politique quand on annonce quelque chose, quand on met en place une stratégie. On a mis en place une stratégie industrielle, il a fallu la livrer. Et vous avez bien fait d'oublier que j'étais ministre d'un certain nombre de choses. Je crois qu'ils ont constitué le gouvernement, puis il leur restait des petites choses sur la table, ils ont cherché quelqu'un pour porter le sac. Dont l'investissement et l'économie numérique. Mais l'économie numérique, c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet avec beaucoup d'intérêt pour l'ensemble de l'Afrique. On peut faire des choses merveilleuses, on peut profiter, bénéficier, faire des sauts qualitatifs, mais il ne faut pas utiliser des slogans, des démarches, nous allons révolutionner, il faut vraiment se calmer et livrer, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et je crois que si on se met tous à cette rigueur, si nos politiques en Afrique se mettent tous à cette rigueur d'annoncer ce qu'ils vont faire et d'être responsables face à cela et d'avoir une reddition des comptes très claire. Donc voilà, alors Maroc numérique, Maroc digital 2020, il est dans ma mallette ici avec moi dans l'avion à Paris. C'est un secret de polichinelle parce qu'il est remis à l'ensemble des
des participants, donc l'APEBI, l'association des opérateurs dans le domaine, tous ceux qui ont bien voulu y participer. Et nous l'avons vraiment amélioré parce que nous avons écouté les gens qui ont des vraies choses à dire, qui sont sur le terrain. C'est ma formation. Je suis ingénieur informaticien, ça c'était avant Jésus-Christ, mais il en reste quelque chose. Et quand même, c'était important de partager cela et d'en faire un projet stratégique pour le pays. Je pense que l'ensemble des pays africains sont en train d'avancer dans le même sens. Le continent, si vous permettez, a changé. Il y a un vrai changement profond qui s'opère, en tout cas que je constate quand je discute avec mes homologues. On est passé de pays ou de continents gérés à l'aveuglette. Il y a une véritable prise de conscience. Il y a une prise de conscience que la corruption ronge les pays, ronge la fiscalité, ronge le développement. Il y a une vraie volonté. Maintenant, le savoir-faire, on est en train de le découvrir. On ne l'a pas tous, on est en train de tous apprendre et de partager. Et je crois que c'est une véritable orientation, en tout cas que moi j'ai du roi du Maroc, qui est très claire, c'est de partage et d'ouverture totale. Donc je reçois en permanence mes homologues et nous travaillons ensemble. J'apprends énormément parce qu'il y a des vraies expériences qui sont spécifiques. Et il ne faut pas faire de copier-coller, mais il y a des choses dont on peut s'inspirer et adapter. La micro-assurance, par exemple, qui existe en Afrique est bien meilleure que la micro-assurance qui existe dans le reste d'Afrique au Maroc. Donc j'ai appris énormément de choses là. Le Tipeee et le paiement, le tiers payant, ça existe mieux en Afrique que ça n'existe au Maroc. Donc personne ne détient la vérité sur le globe. Nous avons tous des spécificités et des avantages que nous devons partager pour pouvoir avancer ensemble. Monsieur le ministre, merci. Merci à Moulay Fidel Alami, donc, d'être venu ce soir, malgré votre agenda plus chargé que nous, évidemment. Merci à Didier Akoueté, président d'Afrique Search. Merci à Cécile Déré, chef DRH du groupe CFAO. Merci à Gilles Pison de l'INED, directeur de recherche à l'INED. Et puis, bien sûr, merci aux deux organisateurs de cette soirée qui était passionnante. Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, et Étienne Giros, le président délégué du CIAN. Je suis vraiment content que vous soyez si nombreux. Ça prouve que l'Afrique est devenue un vrai challenge pour vous tous. Merci.